Chapitre 12. Des émotions. Je ne sais pas ce qu'on mange. Je crois que c'est du jambon et des chips. Personne n'a eu envie de faire de cuisine. Où est Bobby? Que lui est-il arrivé? Je ne peux pas m'empêcher de penser que le berger allemand est pour quelque chose là-dedans. Violaine garde le nez dans son assiette. Je sais qu'elle se sent coupable. De toute façon, Violaine a une fâcheuse tendance à se sentir responsable de tout ce qui ne va pas et, dans le cas présent, c'est vrai qu'elle y est pour quelque chose. Mange, ma puce, dit maman. On va bien finir par le retrouver, ce chien. Je remarque. Un chien qui veut absolument filer, on ne peut pas faire grand-chose pour le retenir. J'aurais dû lui courir après. Mais non, il court bien plus vite que toi. Et puis, tu pensais qu'il voulait retourner un peu chez lui, alors tu ne pouvais pas prévoir. Tu sais, dit papa, c'est un vieux briscard. Il connaît le quartier comme sa première gamelle. Il a peut-être trouvé quelque part une chouette petite femelle. Je renchéris. Les mâles, c'est comme ça. Ils sont capables de disparaître pendant 3 jours et puis ils reviennent. Je dis ça, mais je ne crois pas le moins du monde que Bobby ait fait une fugue amoureuse dans un moment aussi dramatique de sa vie. Enfin, je ne sais pas tout sur les chiens. Violaine murmure. Sultan, lui, il était mort. Et la voilà qui se met à pleurer silencieusement. Elle n'a pas supporté du tout la mort de Sultan. Chacun essaie de faire comme s'il ne voyait pas qu'elle pleure. Mais j'ai les larmes aux yeux. Papa raffermit sa voix et il dit « Sultan, ce n'est pas pareil. Il était très malade. Il savait qu'il allait mourir. Les chiens ne sont pas angoissés par leur propre mort. Ils ne sont pas aussi bêtes que les hommes. Bobby, lui, n'est pas malade. Il ne comprend simplement pas pourquoi sa maison est vide et son maître absent. À mon avis, il a fugué pour le chercher. On va le retrouver. On a prévenu la SPA, le commissariat, les vétérinaires. Si Bobby est blessé, quelqu'un aura eu l'idée de l'emmener chez un vétérinaire. C'est bien. Papa a réussi à ramener la conversation sur Bobby. Lui non plus, il ne veut pas parler de Sultan. Il ne faut rien regretter. Sultan a eu une très belle mort, une mort de philosophe. Il savait qu'il était au bout de son chemin, bien avant que nous le sachions, nous, bien avant que le vétérinaire nous dise ces mots terribles qui sont restés gravés dans mon oreille. Son foie ne fonctionne plus, il est perdu. Sultan ne semblait pas souffrir. Il ne gémissait pas. Seulement il ne mangeait plus, et il avait une attitude étrange. Il passait ses journées à contempler sa gamelle d'eau. Je préfère ne pas raconter ce que nous avons vécu à ce moment-là. Un matin, Sultan, qui ne partait jamais seul, a disparu. On l'a cherché partout, et tout le quartier nous a aidés, les voisins, les amis. Il s'était volatilisé. Ce n'est que le lendemain qu'on l'a retrouvé, dans le canal, mort. J'arrête de raconter, parce que je vais encore avoir les larmes aux yeux. D'ailleurs, mon père est en train de me verser un verre de vin. Je crois qu'il est un peu troublé. Mais bon sang, réagit-il soudain, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je vide mon verre dans le sien. Je songe à ce que papa a proposé tout à l'heure. Il ne comprend simplement pas pourquoi son maître n'est pas là. À mon avis, il a fugué pour le chercher. Je demande. Où a-t-on mis monsieur Tual? Personne ne répond. On vient de sonner à la porte. C'est Kevin. Son père, le vétérinaire, a reçu un coup de téléphone l'informant qu'un chien correspondant au signalement de Bobby avait été vu près du funérarium. Le funérarium? Bien sûr. C'est là qu'est le corps de monsieur Tual. Incroyable, dit mon père. Nous ne savions pas où était Tual, mais Bobby, si. Mon père a téléphoné à la morgue, qu'on appelle aujourd'hui funérarium, ce qui est nettement plus sympathique. Oui, le chien est bien là. Qu'on ne s'inquiète pas pour lui, on lui a donné à boire et à manger. Venir le chercher? Ce n'est pas forcément une bonne idée. Mon père raccroche. C'est vrai, constate-t-il. Il vaut mieux laisser Bobby là-bas. Ici, il serait malheureux. Et puis l'enterrement a lieu demain. Laissons-le y veiller son maître. Il ne faut pas cacher la mort. Quand son maître sera au cimetière, je pense que Bobby saura que c'est fini. On le comprend, Bobby, parce que nous, on a déjà perdu Sultan, et Gavroche avant lui. Jessie remarque tout de suite que l'atmosphère est plus détendue. Elle monte sur sa chaise, en bout de table, et s'y assoit. Violaine lui glisse discrètement une peau de saucisse. Je suis sûre que maman s'en est aperçue, mais elle ne fait pas de remarques tellement elle est soulagée qu'on ait retrouvé Bobby. Il ne faut rien donner à manger aux chiens à table. Je fronce un peu les sourcils pour montrer à Violaine que je ne suis pas dupe. Elle pouffe de rire. Il ne faut rien donner aux chiens à table, sinon ils prennent l'habitude d'attendre. Ils guettent dans notre assiette, ce qui est désagréable, mais surtout,
Ils salivent trop longtemps pour quelques broutilles, et ce n'est pas bon pour leur estomac. Jessie tend son museau vers Violaine, dans l'espoir d'une nouvelle manne. Mon père s'inquiète. « Mais qu'est-ce qu'elle a, cette chienne? Elle a l'air affamée. » On se regarde. « Personne ne t'a donné à manger ?» lui demande maman. La doudoune relève ses oreilles. « Manger, manger ?» Elle saute de sa chaise comme une folle et court à sa gamelle. « Non, personne. Malheureuse victime des cogitations humaines. » Du coup, maman lui remplit sa gamelle avec les croquettes qu'elle préfère et, pendant un moment, on n'entend plus que des craquements satisfaits. Je pense à Bobby, tout seul au funérarium. Je pense à l'inspecteur qui va guetter le passage du marcheur des rails. Jessie m'interrompt. Elle pose ses pattes avant sur mes genoux et essaie de monter, comme quand elle était petite. « Tu es bien trop grosse, ma pauvre fille. Tu ne tiens plus sur mes genoux. Il faut te faire à cette idée. » Elle insiste. Je l'aide un peu en lui soulevant le derrière. Voilà, elle y est, mais en équilibre instable. Impossible de tenir là-dessus. Pourtant, se dit-elle, avant ça marchait très bien. Qu'a-t-il bien pu se passer? Elle est un peu dépitée. Ses babines se crispent. Ah, elle perd l'équilibre. Obligée de descendre. Quelle barbe! Les jambes de Médéric ont rétréci. À 22h25, je n'y tiens plus. Sans attendre la fin du film, interminable, c'est bien ma veine, je sors Jessie. En réalité, mais la distinction est subtile. Je sors avec Jessie. Là-haut, sur le pont, il y a une ombre grande et ventrue. Je la reconnais, c'est celle de l'inspecteur. J'espère qu'il ne va pas me voir. Je ne voudrais pas qu'il croie que je l'espionne. Je passe sous le pont avec le plus de discrétion possible, et j'emmène Jessie dans l'allée de platanes qui monte tout droit. Elle ne se demande même pas pourquoi elle n'a pas droit immédiatement au champ. Après une courte hésitation, elle accepte sans rechigner la direction que je lui propose. Nous faisons ensemble encore quelques mètres et, à l'abri des regards, sous les grands arbres, je la lâche. Fidèle à ses habitudes, elle file comme un bolide jusqu'au bout de l'allée. Je ne la vois plus. Mais ce n'est pas inquiétant. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est l'ombre, là-haut. Je n'arrive pas à lire l'heure sur ma montre. On ne doit pas être loin du moment fatidique. D'ailleurs, oui, je le vois dans le virage. Il marche à grandes enjambées, toujours dans la même attitude vigilante, comme s'il comptait ses pas avec soin. Il arrive. J'entends sonner dans ma tête 22h35. La voix de l'inspecteur me parvient vaguement. Je crois qu'il a seulement dit à l'homme « bonsoir ». Et là, il se passe une chose incroyable. Un vrai spectacle de marionnettes en ombre chinoise, sur les lumières de la ville. L'homme se précipite sur l'inspecteur et le jette à terre. J'entends un bruit mat, et puis l'homme qui fuit à toutes jambes. Je demeure suffoquée. Bon sang! L'inspecteur ne se relève pas, et mon cœur s'arrête. Le train de 22h40. Dans 3-4 minutes, il est là. Je me mets à courir. Jessie est à côté de moi. Je ne sais pas comment. Sans doute me surveille-t-elle beaucoup mieux que je ne la surveille. J'escalade à toute vitesse le remblai, en essayant de crier « Inspecteur !» Mais je suis trop stressée et trop essoufflée. Il est là, il ne bouge pas. Il est allongé en travers de la voie. Sa tête a heurté le rail, le train. Il va déboucher dans le virage d'une seconde à l'autre. Je sens l'affolement me gagner. Je hurle presque « Inspecteur !» Je le prends par les épaules. Bon sang, il est trop lourd. Il doit peser près de 100 kilos. Et en plus, les rails retiennent ses jambes. À côté de moi, Jessie s'énerve aussi. Je ne sais pas ce qu'elle comprend à la situation, mais la voilà qui agrippe la veste de Monnier et qui tire avec moi. Le train, je l'entends. Dans un dernier sursaut, je marque-boute, je tire. Ça vient tout seul. Mon esprit est si confus que je ne comprends pas tout de suite que Titan est là et qu'il tire aussi, à ma gauche. Le sol se dérobe sous mes pieds. Je tombe à la renverse avec l'inspecteur. Je me retrouve un peu en contrebas de la voie, dans la pente, au milieu d'un buisson de ronces. Dans un vrombissement d'enfer, le train passe au-dessus de nous. Jessie? Ouf, elle est là. Titan aussi. La grosse tête noire au-dessus de mon visage. Il se demande visiblement comment on peut être assez maladroit pour se casser la figure dans une pente si banale. La lueur d'une lampe de poche se rapproche en dansant. « Ça va ?» souffle la voix du père de Titan. « Eh bien, dites donc, vous m'avez fait une sacrée peur. Qui est cet homme ?» L'homme en question redresse la tête avec lenteur, marque un moment de stupeur devant les deux grandes gueules noires ouvertes, les deux langues pendantes,
Puis il prononce lentement, sans quitter des yeux les deux terreurs noires. Je suis l'inspecteur Monnier. Vous avez une sacrée bosse, remarque M. Titan. Faites voir. C'est la voix de l'étudiant en médecine qui vient d'arriver à son tour. Il examine la tête de l'inspecteur et décrète qu'il faudrait faire une radio. Monnier n'a pas l'air de cet avis. Il affirme que ça va aller, qu'il se sent mieux. Petit à petit, il est en train de comprendre ce qui s'est passé et qu'il me doit la vie. Je prends un air modeste et, en réalité, je suis même un peu gêné. Vous oubliez les chiens, dis-je. Je vous présente Jessie et Titan. Eh bien, soupire l'inspecteur en portant la main à son front. Moi qui ai toujours eu une peur bleue des chiens, il les regarde en face et il finit. Je m'excuse. Et tout le monde rit.